Léa regarde l'écran de son téléphone et le chiffre la frappe comme une gifle. 847 €. C'est tout ce qui reste sur son compte jusqu'à la fin du mois, et quand elle soustrait mentalement les 680 € du loyer déjà prélevé, il ne lui reste que 167 € pour vivre, pour manger, pour acheter des couches, pour tenir jusqu'au prochain virement de sa maternité dans 17 jours interminables. Elle est assise sur le canapé défoncé de leur appartement de 2 pièces dans le quartier Malakoff à Nantes, les jambes repliées sous elle, un coussin calé contre son ventre encore douloureux, et dehors il pleut cette pluie fine et obstinée qui semble ne jamais vouloir s'arrêter, qui tambourine contre les vitres comme pour lui rappeler qu'elle est seule, terriblement seule. Manon dort enfin dans son berceau, après 2 heures de pleurs inconsolables, ces pleurs aigus qui vrillent les tympans et le cœur, et Léa n'ose même pas bouger de peur de réveiller sa fille, parce qu'elle sait qu'elle n'a plus la force de la bercer encore. Pas maintenant. Pas après une nuit blanche de plus dans cette succession infinie de nuits blanches qui se ressemblent toutes. 1 mois. Manon a exactement 1 mois aujourd'hui, 4 semaines de vie, et Léa n'a pas dormi plus de 45 minutes d'affilée depuis l'accouchement. Elle a l'impression que son cerveau fonctionne au ralenti, que ses pensées traversent un brouillard épais où plus rien n'a vraiment de sens. Thomas, lui, est parti ce matin. Il a fait sa valise hier soir, méthodiquement, avec cette concentration presque agaçante qu'il met dans tout ce qu'il fait, pliant ses chemises en 4, roulant ses shorts d'été, glissant sa trousse de toilette dans le compartiment latéral de son sac North Face, celui qu'il avait acheté pour leur voyage en Croatie il y a 3 ans, quand ils étaient encore heureux, quand elle ne savait pas encore ce que c'était que d'être abandonnée avec un bébé d'1 mois. Léa l'observait depuis le lit, Manon endormie contre sa poitrine, la chaleur minuscule de ce petit corps fragile collé contre elle. Et elle ne disait rien parce qu'il n'y avait rien à dire. Tout avait déjà été dit la veille, quand il avait lâché cette phrase terrible qui continuait de résonner dans sa tête comme une condamnation. « J'ai besoin d'espace, Léa. Je me sens étouffée. Étouffée. Lui se sent étouffé. » Et elle, alors, elle qui n'a pas franchi le seuil de cet appartement depuis 3 semaines, sauf pour aller chez le pédiatre, elle qui dort tout habillée parce qu'elle n'a même plus la force de se mettre en pyjama le soir, elle qui a découvert ce matin une nouvelle crevasse sanglante sur son sein gauche et qui a serré les dents en allaitant Manon malgré la douleur fulgurante qui lui arrachait presque des larmes. Thomas est commercial entre 2 missions. Il a négocié ce mois de congé sans solde. Avec son ancienne boîte juste avant la naissance de Manon, il avait dit que c'était pour profiter de sa fille, pour être présent. Et maintenant, il s'envole pour la Thaïlande avec ses copains du lycée, Mehdi et Kevin, pour 1 mois de plage paradisiaque et de soirées en bord de mer, pendant qu'elle reste ici à changer des couches et à survivre. Ce matin, il a embrassé Manon sur le front, rapidement, comme on embrasse quelqu'un qu'on verra ce soir, et il a dit à Léa « Je t'enverrai des messages. Pas « je t'aime », pas « excuse-moi », pas « je sais que c'est horrible ce que je fais », juste « je t'enverrai des messages ». Et puis il est parti avec son sac sur l'épaule et son passeport dans la poche. Et Léa est restée debout dans l'entrée, Manon contre elle, à écouter ses pas décroître dans la cage d'escalier jusqu'à ce que la porte de l'immeuble claque en bas. Elle a appelé sa mère juste après, les mains tremblantes, la voix étranglée, et sa mère lui a répondu depuis Angers avec cette tonalité impuissante qu'elle déteste. « Ma chérie, je suis désolée, mais avec mon opération de la hanche, je ne peux vraiment pas venir. Le médecin m'a interdit de conduire pendant encore 3 semaines. » 3 semaines. Léa a raccroché poliment. Elle a dit « Ne t'inquiète pas, maman, ça va aller. » Et puis elle s'est effondrée sur le canapé et elle a pleuré en silence pour ne pas réveiller Manon, les épaules secouées de sanglots muets, le visage enfoui dans un coussin qui sentait encore le parfum de Thomas. Maintenant, il est 22 heures et elle fixe son téléphone posé sur la table basse. Elle attend sans savoir pourquoi. Peut-être un message de lui, peut-être des excuses, peut-être juste un signe qu'il pense à elle, à leur fille, à ce qu'il vient de faire. Et puis le téléphone vibre. Une notification Instagram. Thomas vient de publier une story. Léa hésite, son doigt suspendu au-dessus de l'écran. Et puis elle clique parce qu'elle ne peut pas s'en empêcher, parce qu'elle a besoin de voir, même si elle sait déjà que ça va lui faire mal. La photo s'affiche. Thomas sur une plage de sable blanc, le ciel d'un bleu électrique derrière lui, un cocktail coloré à la main, sourire éclatant aux lèvres.
bronzage déjà parfait, et en légende, ces mots insoutenables. Enfin libre de respirer. Léa fixe l'écran. Libre de respirer. Quelque chose se brise en elle à cet instant précis, quelque chose de profond et d'irréversible. Mais ce n'est pas elle qui se brise. Non, elle le sent clairement maintenant dans le silence de cet appartement, où Manon respire doucement dans son sommeil. Ce qui se brise, c'est le dernier fil invisible qui la reliait encore à cet homme. Ce fil ténu fait d'espoir et d'amour résiduel, et de cette stupide croyance qu'il allait revenir en courant, qu'il allait réaliser son erreur, qu'il allait la serrer dans ses bras en disant « Pardon, j'ai été fou ». Mais non. Il est là-bas, libre, souriant, un cocktail à la main. Et elle est ici, seule, épuisée, avec 167 € et un bébé d'1 mois. Léa pose le téléphone, se lève lentement pour ne pas réveiller Manon, marche jusqu'à la fenêtre et regarde la pluie qui continue de tomber sur Nantes, sur ce quartier qu'elle n'a jamais vraiment aimé, sur cette vie qu'elle ne reconnaît plus. Et pour la première fois depuis des semaines, elle ne pleure pas. Elle serre les poings. Les jours suivants se fondent dans un brouillard de fatigue, où Léa perd la notion du temps, où elle ne sait plus si c'est le matin ou l'après-midi, si elle a mangé ou pas, si elle a dormi 1 heure ou 10 minutes. Tout se mélange dans cette succession interminable de biberons et de couches et de pleurs qui n'en finissent jamais. Manon pleure, Léa pleure, et la pluie continue de tomber dehors comme si le ciel lui-même participait à ce naufrage. Elle dort par tranches de 45 minutes, parfois moins. Et quand elle se regarde dans le miroir de la salle de bain, elle ne se reconnaît plus. Cernes violettes creusées sous les yeux, cheveux gras tirés en arrière, peau terne, corps encore gonflés et douloureux qui ne ressemblent plus à rien. Elle a l'impression d'avoir vieilli de 10 ans en 1 mois. Ce matin-là, à 4 heures du matin, alors que Manon hurle depuis 2 heures sans qu'elle comprenne pourquoi, sans que rien ne la calme, ni le sein, ni le bercement, ni les chansons murmurées d'une voix cassée, Léa s'effondre sur le canapé et fixe le vide. Elle pense « Je ne peux pas continuer comme ça ». Et puis une pensée nouvelle émerge de ce brouillard, une pensée qui la traverse comme une décharge électrique. « Je ne veux pas continuer comme ça ». À 8 heures, épuisée mais habitée par quelque chose qui ressemble vaguement à de la détermination, elle dépose Manon chez Madame Rousseau, sa voisine du 3e qui a 68 ans et qui lui a proposé son aide la semaine dernière en la croisant dans l'escalier. Et pour la première fois depuis l'accouchement, Léa a 3 heures à elle. 3 heures de silence. 3 heures sans pleurs. Elle ne dort pas. Elle s'assoit à son ordinateur, ouvre un document vierge et tape en haut de la page « Ce que je vais faire pour survivre ». Elle écrit, elle raye, elle réécrit, elle fait une liste méthodique comme si sa vie en dépendait, et peut-être que c'est le cas. Elle contacte Chloé, une ancienne collègue diététicienne qui lui doit un service. Elle s'inscrit dans une petite salle de sport du quartier qui propose une garderie pour 29 € par mois. Elle télécharge une formation gratuite en community management qu'elle a vue passer sur un forum, et puis elle prend une décision radicale, une de ces décisions qui changent tout. Elle va documenter ça. Elle ouvre Instagram, crée un nouveau compte avec ses doigts, qui tremblent légèrement, hésite sur le nom, tape finalement Léa et Manon seules, et elle publie sa première photo. Elle dans le miroir de la salle de bain, cernes assumées, cheveux tirés, Manon endormie contre son épaule. Et en légende, elle écrit simplement, sans filtre, sans mensonge. Il est parti en Thaïlande pour 1 mois. Je reste. On verra qui s'en sort le mieux. Elle appuie sur « Publier » avant de pouvoir réfléchir, avant de pouvoir se dégonfler. Et puis elle va récupérer Manon chez Madame Rousseau qui la lui rend avec un sourire bienveillant et un « Courage ma petite » qui lui serre le cœur. Le soir, quand elle ouvre Instagram pour voir si quelqu'un a vu sa photo, elle reste bouche bée. 347 abonnés, 92 commentaires, des messages privés de femmes qui lui racontent leurs propres histoires, qui lui disent « Merci de montrer la vérité », qui lui disent « Tu n'es pas seule ». Et Léa lit tout ça assise par terre dans la cuisine pendant que Manon dort. Et elle pleure. Mais cette fois, ce ne sont pas des larmes de désespoir. Les jours suivants, elle publie chaque jour une photo de Manon endormie sur elle à 3 heures du matin avec la légende «
Nuit numéro 23. Une photo de son frigo presque vide avec 167 € pour tenir jusqu'au 30. Une photo d'elle en sueur, après une séance de sport de 20 minutes, avec petite victoire. Et les abonnés arrivent, les commentaires pleuvent, les gens la suivent parce qu'elle ne ment pas, parce qu'elle ne fait pas semblant, parce qu'elle montre la vérité crue. De la maternité en solo. Et puis, une semaine après sa première publication, elle reçoit un message privé d'une marque de produits pour bébé, une petite marque française, qui lui propose une collaboration rémunérée. 600 € pour 2 publications. 600 €. Léa relit le message 3 fois pour être sûre qu'elle ne rêve pas. Et puis elle répond « Oui », immédiatement, les mains tremblantes, le cœur qui bat trop fort. Ce soir-là, elle reçoit une nouvelle story de Thomas. Lui sur un bateau au coucher du soleil, bière à la main, légende, paradis. Léa regarde la photo, et pour la première fois depuis son départ, elle ne pleure pas. Elle ne ressent même pas de colère, juste une espèce de détachement glacial qui ressemble presque à de l'indifférence. Elle fait une capture d'écran de la story, la poste sur son propre compte avec en légende « Pendant que certains respirent au paradis, d'autres apprennent à vivre en enfer. Et devinez qui va s'en sortir le mieux. » En 1 heure, 1200 nouveaux abonnés. 3 semaines passent, et Léa est méconnaissable. Pas seulement physiquement, même si elle a perdu 6 kilos grâce à ses marches quotidiennes avec Manon dans la poussette le long de l'Erdre, grâce au repas équilibré que Chloé lui a programmé, grâce à ses 20 minutes de sport qu'elle s'impose chaque matin pendant que Manon fait sa première sieste. Non, ce qui a vraiment changé, c'est autre chose. Quelque chose dans son regard, dans sa façon de se tenir droite, dans cette énergie nouvelle qui émane d'elle malgré les nuits toujours trop courtes. Son compte Instagram explose. 12 000 abonnés maintenant. Et chaque publication génère des centaines de commentaires de femmes qui lui disent « Tu es une inspiration. Merci de montrer qu'on peut s'en sortir. Grâce à toi, j'ai trouvé le courage de partir. » Et Léa lit tout ça le soir sur son téléphone, et elle réalise qu'elle est en train de devenir quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Une voix pour toutes ces femmes seules qui se battent en silence. Les collaborations arrivent, 600 € pour la première marque de produits bébés, puis 1200 pour une marque de vêtements de maternité, et quand Léa additionne tout ça, elle réalise qu'en 3 semaines, elle a gagné 1800 €, plus que son salaire de professeur, et elle pleure ce soir-là, mais ce sont des larmes de soulagement parce qu'elle comprend qu'elle va peut-être vraiment s'en sortir, qu'elle n'est pas condamnée à couler. À la salle de sport, elle croise régulièrement Julien, un homme de 32 ans au sourire doux qui vient toujours avec son petit garçon Noah, 3 ans, qu'il dépose à la garderie pendant ses séances de musculation, et ils se saluent d'abord de loin puis échangent quelques mots sur la fatigue parentale, sur les nuits difficiles, sur cette solitude particulière d'élever un enfant seul. Un jour, après un cours, il lui propose un café, et Léa hésite longuement parce qu'elle n'est pas prête, parce qu'elle a encore trop mal, mais elle finit par accepter parce qu'elle a besoin de parler à un adulte, juste parler sans que ce soit de couche ou de biberon. Ils passent 1 heure dans un café près de la salle pendant que Madame Rousseau garde Manon. Et Julien lui raconte son divorce difficile il y a 2 ans, sa reconstruction lente avec Noah, et Léa se confie sur Thomas, sur l'abandon, sur cette rage froide qui l'habite maintenant. Et Julien ne juge pas, il écoute simplement. Et quand ils se séparent, il lui dit « Si jamais tu as besoin qu'on garde Manon pour souffler, ma mère adore les bébés. » Et Léa refuse poliment, mais elle note son numéro dans son téléphone. Ce soir-là, elle reçoit un message de Thomas. « Je rentre dans 3 jours. Il faut qu'on parle de nous. » Léa fixe le message pendant 5 longues minutes, assise sur son canapé neuf qu'elle vient de s'acheter avec l'argent des collaborations, dans cet appartement qu'elle a réorganisé entièrement, dont elle a enlevé toutes les photos de couple, tous les objets qui lui rappellent leur vie d'avant, et elle sent cette force tranquille qui monte en elle, cette certitude absolue que tout a changé. Elle tape sa réponse lentement, en pesant chaque mot. Il n'y a plus de nous. On parlera de Manon. Elle appuie sur envoi, pose le téléphone, et pour la première fois depuis des semaines, elle sourit vraiment. Un sourire qui n'a rien à voir avec le bonheur, mais tout à voir avec la puissance. Thomas débarque un mardi matin avec son bronzage parfait,
son sac North Face couvert d'étiquettes d'hôtels exotiques et ce sourire nerveux qui trahit son malaise, et quand il ouvre la porte de l'appartement avec ses clés, il reste figé sur le seuil, comme si quelqu'un venait de le gifler. L'appartement est méconnaissable. Tout ce qui était eux a disparu. Les photos de couple qui tapissaient le mur du salon, le vieux canapé Ikea qu'ils avaient choisi ensemble il y a 4 ans et sur lequel ils avaient fait l'amour le soir même de l'achat, les coussins orange qu'elle détestait mais qu'il adorait, le tapis berbère rapporté du Maroc, tout ça a été remplacé par un nouveau canapé gris élégant, des plantes vertes dans des pots en céramique blanche, une déco minimaliste et lumineuse qui ressemble à ces appartements de magazine qu'on regarde en rêvant. Sur la table du salon, bien en évidence comme si elle l'avait mise là exprès, il y a une petite boîte en carton contenant son alliance avec un post-it collé dessus où elle a écrit simplement « Tu peux reprendre la tienne aussi ». Mais ce qui le paralyse vraiment, ce qui lui coupe littéralement le souffle, c'est Léa. Elle se tient dans la cuisine, appuyée contre le plan de travail, cheveux coupés courts dans une coupe moderne qui dégage son visage, jean taille haute qui lui va parfaitement, débardeur blanc simple qui révèle des bras toniques qu'il ne lui connaissait pas, et elle est radieuse, mince, lumineuse, comme si elle avait rajeuni de 5 ans pendant qu'il était parti. Elle le regarde avec un calme glacial qui le met immédiatement mal à l'aise et dit simplement, d'une voix neutre qu'il ne lui connaît pas, « Bonjour Thomas. Manon dort, tu peux la voir si tu veux. Café ?» Thomas balbutie, « Léa, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et elle répond en posant une tasse devant lui avec des gestes lents et maîtrisés. « J'ai vécu, pendant que tu respirais. » Il s'assoit parce que ses jambes tremblent légèrement. Et c'est là qu'il aperçoit sur le comptoir de la cuisine ce qui ressemble à des documents professionnels. Un contrat de collaboration avec une grande marque pour 3 500 €, un extrait de compte bancaire avec un solde de 6 200 € et une lettre d'une avocate concernant la garde partagée de Manon. Thomas tente de se justifier. Les mots se bousculent dans sa bouche. Il parle de son épuisement pendant la grossesse, de sa peur panique d'être père, de ce sentiment d'étouffement qui l'a poussé à fuir, de son besoin de se retrouver avant de pouvoir être présent pour sa fille. Et Léa l'écoute sans l'interrompre, le visage parfaitement neutre, les bras croisés, et quand il termine, elle laisse passer quelques secondes de silence avant de dire « J'ai compris. Maintenant, parlons de Manon. » L'avocate propose un week-end sur 2 et le mercredi soir. « Ça te convient ?» Thomas est sidéré. Il répète « Mais, et nous ?» Comme si elle n'avait pas compris la question. Et Léa le fixe avec ses yeux qu'il ne reconnaît plus. Ses yeux durs et déterminés où il ne lit plus aucune trace d'amour. Il n'y a plus de nous, Thomas. Il y a toi, moi et notre fille. C'est tout. Il supplie alors. Il dit qu'il a réfléchi pendant ces 4 semaines en Thaïlande, qu'il a compris son erreur, qu'il veut réparer, qu'il est prêt à être le père et le compagnon qu'elle mérite. Mais Léa reste parfaitement immobile et inébranlable, comme si ses mots glissaient sur elle sans l'atteindre. Désespéré, Thomas finit par demander, la voix brisée par quelque chose qui ressemble à de la jalousie. « Tu as rencontré quelqu'un, c'est ça ?» Léa sourit pour la première fois depuis qu'il est entré. Un sourire énigmatique qui lui donne envie de hurler. « J'ai rencontré quelqu'un, oui, moi. » Elle se lève, prend son sac et ajoute en se dirigeant vers la porte. « L'avocate t'enverra les papiers. Tu peux voir Manon maintenant si tu veux, mais j'ai rendez-vous dans 20 minutes. Ferme bien en partant. » Thomas reste seul dans cet appartement qu'il ne reconnaît plus, et pour la première fois depuis des années, il pleure vraiment. Thomas refuse de partir. Pas de l'appartement parce que Léa a changé les serrures 2 jours après son retour et qu'il a dû s'installer chez Mehdi dans un studio minuscule près de la gare. Mais il refuse de partir de sa vie, il insiste pour se battre pour sa famille, comme il dit dans ses messages quotidiens, et à chaque fois qu'il vient chercher Manon pour ses week-ends de garde, il tente quelque chose. Des fleurs qu'elle refuse poliment, des messages tard le soir où il s'excuse encore et... encore. Des cadeaux pour Manon qui sont en réalité des prétextes pour rester plus longtemps sur le pas de la porte. Léa reste polie, mais distante. Elle le traite comme un colocataire qu'on ne connaît pas bien. Et elle continue sa vie avec une discipline qui l'étonne elle-même. Son Instagram atteint 28 000 abonnés. Les collaborations s'enchaînent maintenant entre 1 500 et 4 000 € chacune.
Et elle commence à recevoir des demandes de petites entreprises nantaises qui veulent qu'elle gère leurs réseaux sociaux. Elle crée un statut d'auto-entreprise un mardi après-midi, pendant que Manon est chez Thomas. Elle remplit les formulaires en ligne avec une excitation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, et quand elle reçoit son numéro SIRET par mail, elle le montre à Manon en disant « Regarde ma puce, maman est officiellement chef d'entreprise. » Un soir, Julien la recontacte. Un message simple sur Instagram, où il lui demande si ça lui dirait de prendre un verre, juste pour décompresser, sans pression. Et Léa hésite longtemps avant de répondre, parce qu'elle ne sait pas si elle est prête, si elle a encore la capacité de faire confiance à un homme après ce que Thomas lui a fait, mais elle finit par accepter parce qu'elle a besoin de sortir de cet appartement, de parler d'autre chose que de couches et de contrats. Ils se retrouvent dans un bar tranquille du quartier Bouffay, un endroit avec des bougies sur les tables et du jazz en fond sonore, et la conversation coule naturellement, sans effort. Julien lui raconte son divorce difficile il y a 2 ans, avec une femme qu'il a quittée pour un collègue. Sa reconstruction lente avec Noah qui avait à peine 1 an à l'époque, et Léa se confie sur Thomas, sur l'abandon, sur cette colère sourde qui l'habite encore certains soirs quand elle berce Manon en pensant à tout ce qu'il a raté. Et Julien ne juge pas. Il dit juste « Prends ton temps. Personne ne te presse. Tu as le droit de guérir à ton rythme. » Et Léa sent quelque chose se détendre en elle, quelque chose qu'elle ne savait même pas tendu. En rentrant chez elle ce soir-là, elle se sent vivante pour la première fois depuis des mois. Elle se sent légère comme si elle venait de poser un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Mais le lendemain, Thomas passe récupérer des affaires qu'il avait laissées et il voit un message de Julien sur le téléphone de Léa, resté sur le comptoir de la cuisine. « J'ai passé une super soirée hier, à refaire quand tu veux. » Thomas explose littéralement. Il hurle. « Alors tu me remplaces déjà. C'est ça ton plan ?» Et Léa, qui était en train de plier du linge, perd son calme pour la première fois depuis son retour. Elle se retourne vers lui et déverse tout ce qu'elle a gardé en elle. « Te remplacer ? Thomas, tu m'as abandonné avec un bébé d'1 mois pour aller faire la fête en Thaïlande. Ne viens pas me parler de remplacement. Ne viens jamais me parler de loyauté. » Elle continue. Les mots sortent comme une avalanche qu'elle ne peut plus retenir. Sa solitude pendant la grossesse quand il rentrait tard tous les soirs. Son absence au cours de préparation à l'accouchement où elle était la seule femme seule. Son désintérêt pour Manon les premières semaines, où il ne changeait jamais une couche, ne se levait jamais la nuit, et surtout, sa lâcheté absolue d'être partie au moment où elle avait le plus besoin de lui. Thomas s'effondre en larmes, littéralement. Il tombe assis par terre dans l'entrée et pleure comme un enfant en murmurant « J'ai eu peur, j'ai eu tellement peur. Je me suis sentie piégée. Je ne savais pas comment gérer tout ça. » Léa le regarde pleurer et elle sent sa colère retomber d'un coup, remplacée par une fatigue immense. Elle dit doucement « Moi aussi j'ai eu peur, Thomas. Moi aussi je me suis sentie piégée. Mais je suis restée. Tu comprends ça ? Je suis restée parce que c'est ce qu'on fait quand on est parent. On reste même quand c'est insupportable. » Thomas part finalement, détruit, et Léa referme la porte derrière lui, s'adosse au mur, et pleure aussi. Mais pas pour lui, non. Elle pleure pour elle, pour tout ce qu'elle a dû devenir par nécessité, pour cette force qu'elle n'a jamais demandée, mais qu'elle a dû trouver quand même. 3 mois passent dans une sorte de tourbillon productif où Léa a l'impression de vivre enfin, vraiment vivre, pas juste survivre d'un jour à l'autre comme elle le faisait avant. Elle signe un contrat CDI à temps partiel avec une agence de communication nantaise pour gérer les réseaux sociaux de 5 PME locales, 20 heures par semaine, pour 1 900 € net, et combinée à ses collaborations Instagram qui génèrent maintenant entre 2 000 et 3 500 € par mois selon les périodes, elle gagne mieux sa vie qu'avant, mieux que quand elle enseignait le français à des adolescents qui ne l'écoutaient pas. Elle quitte son appartement de 2 pièces à Malakoff pour un T3 lumineux dans le quartier des Hauts-Pavés, au 3e étage d'un immeuble années 30 avec des moulures au plafond et un balcon qui donne sur des arbres. Et pour la première fois de sa vie, elle se sent vraiment chez elle. Pas dans un endroit qu'elle partage ou qu'elle subit, mais dans un espace qui est entièrement le sien, avec une chambre pour Manon décorée de guirlandes lumineuses, un bureau pour elle avec vue sur les toits, et même une petite terrasse où elle boit son café le matin pendant que Manon joue avec ses cubes.
Thomas voit Manon un week-end sur 2 et chaque mercredi soir, et il est devenu progressivement un père présent, ponctuel, impliqué. Il arrive toujours à l'heure pour la récupérer. Il envoie des photos d'elle pendant ses week-ends. Il a même appris à faire des purées maison et à chanter des berceuses. Trop tard pour Léa, évidemment. Bien trop tard pour réparer quoi que ce soit entre eux, mais bon pour Manon, et c'est tout ce qui compte maintenant. Léa et Julien se voient régulièrement, pas encore officiellement en couple, mais clairement attirés l'un par l'autre. Ils s'envoient des messages tous les jours. Ils se retrouvent pour des cafés qui durent 3 heures, pour des promenades avec Manon et Noah au parc de Procès, où les enfants jouent ensemble, pendant qu'ils parlent de tout et de rien. Et un soir, après un dîner chez elle, où elle a cuisiné des pâtes carbonara, pendant que les enfants regardaient un dessin animé. Ils s'embrassent pour, la première fois, doucement, prudemment, comme 2 personnes qui ont déjà été blessées et qui savent que ça peut faire mal. Julien murmure contre ses lèvres « Je peux attendre le temps qu'il faudra ». Et Léa répond en souriant « Je crois que j'ai fini d'attendre ». Mais ce qui change vraiment tout, ce qui fait basculer sa vie dans une dimension qu'elle n'avait jamais imaginée, c'est une opportunité professionnelle complètement inattendue. 3 de ses clients de l'agence la contactent directement pour lui proposer des contrats exclusifs si elle monte sa propre structure. Ils sont prêts à lui garantir 7 500 € par mois sur 1 an, et Léa passe toute une nuit à faire les calculs, à vérifier les chiffres encore et encore, à peser les risques et les bénéfices, et au petit matin, elle réalise que c'est possible, que c'est même rentable, qu'elle peut vraiment le faire. Elle en parle à Julien qui la soutient immédiatement sans une seconde d'hésitation. Il dit « Fonce, tu es incroyable dans ce que tu fais, tu vas cartonne ». Elle en parle même à sa mère au téléphone, qui pour la première fois depuis longtemps lui dit avec une émotion perceptible dans la voix « Je suis fière de toi, ma chérie, tellement fière ». Un soir, lors d'un événement networking organisé par la CCI de Nantes dans un loft réaménagé près de l'île de Versailles, Léa croise Thomas, accompagné d'une femme, Chloé, 25 ans, qu'il fréquente depuis quelques semaines d'après ce qu'elle a entendu dire, une fille souriante et tactile qui se colle à lui toute la soirée. Et Thomas semble profondément gêné quand il voit Léa rayonnante dans une robe noire, simple mais élégante, au bras de Julien, qui porte un costume et qui la regarde comme si elle était la seule personne dans la pièce. À la fin de la soirée, alors que Léa récupère son manteau au vestiaire, Thomas s'approche seul, les mains dans les poches, et dit d'une voix où perce quelque chose qui ressemble à de la détresse « Tu as l'air vraiment heureuse ». Léa le regarde et répond simplement, sans méchanceté, juste comme un constat « Je le suis ». Thomas hoche la tête, regarde ses chaussures, puis demande avec une voix qui se brise légèrement « J'ai tout gâché, pas vrai ?» Léa ressent une vague de tendresse triste pour cet homme qui a été son premier amour, le père de sa fille, l'homme qui l'a détruite et qui paradoxalement l'a aussi libérée. Et elle répond doucement « Oui, tu as tout gâché, mais moi, je ne me suis pas gâchée. » Il la regarde partir sans rien ajouter. Et Léa sort dans la nuit fraîche de novembre où Julien l'attend près de la voiture. Et elle sent pour la première fois depuis ce matin terrible où Thomas est parti une paix profonde s'installer en elle. 6 mois plus tard, la vie de Léa ressemble à quelque chose qu'elle n'aurait jamais osé imaginer dans ses moments les plus sombres. Elle a lancé son agence LM. Digitale depuis chez elle avec une assistante à mi-temps, elle gère maintenant 8 clients réguliers et génère entre 6 500 et 8 000 € par mois selon les périodes. Et elle a trouvé un équilibre presque parfait entre le travail le matin pendant que Manon est à la crèche, les après-midi avec sa fille qui a maintenant 18 mois et commence à dire des mots, et les soirées parfois avec Julien, qui est devenu officiellement son compagnon, même s'ils ne vivent pas encore. Ensemble. Ils parlent d'emménager dans quelques mois, de chercher un grand appartement où Noah et Manon auraient chacun leur chambre, et Léa se surprend à y penser avec une excitation douce, sans cette peur panique qu'elle ressentait avant à l'idée de s'engager, comme si quelque chose s'était définitivement dénoué en elle. Tout semble enfin apaisé, stable, construit sur des fondations solides. Mais un jeudi matin, alors qu'elle est en réunion avec un client dans un café du centre-ville, elle reçoit un appel d'un numéro inconnu, elle hésite, puis décroche, et une voix de femme lui annonce que Thomas a eu un accident de voiture sur la rocade. Rien de grave physiquement, mais il est hospitalisé au CHU pour observation.
et elle donne ce numéro parce qu'il est listé comme contact d'urgence pour Manon. Léa reste figée quelques secondes, le téléphone contre l'oreille, et elle ne sait pas quoi ressentir. Elle n'aime plus Thomas depuis longtemps, elle a tourné cette page de sa vie, mais c'est quand même le père de sa fille, et Manon a besoin de son père. Elle hésite longuement, toute la journée en fait. Et puis finalement, elle décide d'aller le voir à l'hôpital en fin d'après-midi, après avoir déposé Manon chez Julien. Pas pour lui, pas vraiment, mais pour Manon qui mérite d'avoir son père en bonne santé. Thomas est dans une chambre individuelle au 5e étage, assis dans le lit en pyjama d'hôpital, un pansement sur le front, le bras droit immobilisé, et quand elle entre, il lève les yeux vers elle avec une expression de surprise mêlée de reconnaissance qui la touche malgré elle. Elle s'assoit sur la chaise à côté du lit et demande simplement « Ça va ?» Et il hoche la tête, dit que ce n'était pas grave, juste une voiture qui a grillé un feu rouge, quelques côtes fêlées et une épaule déboîtée. Rien d'irrémédiable. Puis il ajoute d'une voix plus basse « Chloé est partie hier. Elle a dit qu'elle en avait marre de ma déprime. » Et Léa comprend que Thomas est seul, vraiment seul, et qu'il traverse quelque chose de difficile qu'elle ne peut pas complètement saisir. Il parle longuement, plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu, et pour la première fois depuis son retour de Thaïlande, Thomas est complètement honnête avec elle. Il lui raconte qu'il a commencé une thérapie il y a 3 mois, qu'il a compris en parlant avec son psy qu'il avait panique quand Manon est née, parce qu'il avait peur de reproduire les erreurs de son propre père qui les avait abandonnés quand il avait 7 ans, que partir était une façon tordue de fuir cette peur, et qu'il regrette profondément, non pas pour revenir avec elle parce qu'il sait que c'est impossible, mais parce qu'il a gâché quelque chose de précieux. Léa l'écoute, et elle sent quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Elle réalise qu'une partie d'elle lui en veut encore pour ces nuits interminables où elle était seule avec Manon, pour cette solitude insupportable qu'il lui a infligée, mais qu'une autre partie ressent maintenant de la compassion pour cet homme brisé qui essaie maladroitement de devenir meilleur. Thomas lui demande d'une voix presque timide « Tu es vraiment heureuse maintenant avec Julien ?» Et Léa répond sans hésiter « Oui, vraiment. Il est tout ce que tu n'as pas su être, présent, stable, attentif, et surtout il me laisse être moi-même. » Thomas sourit tristement et dit quelque chose qui la surprend. « Alors j'ai au moins réussi ça. Te libérer de moi, te forcer à devenir cette femme incroyable que tu es maintenant. » Léa réfléchit un long moment à cette phrase, puis elle dit quelque chose qu'elle ne pensait jamais pouvoir dire un jour. « Je te pardonne, Thomas. Pas pour toi, mais pour moi. Parce que je refuse de porter cette colère plus longtemps. Parce que Manon mérite d'avoir des parents qui se parlent sans rancœur. » En sortant de l'hôpital 2 heures plus tard, elle appelle Julien, et il lui dit qu'il est chez elle avec Manon et Noah, qu'il a préparé le dîner, des pâtes bolognaises que les enfants adorent, et quand elle arrive, et qu'elle le voit dans sa cuisine avec Manon sur la hanche en train de touiller la sauce pendant que Noah met la table, elle réalise avec une clarté absolue qu'elle a enfin la vie qu'elle mérite. Le soir, elle écrit un long post Instagram avec une photo de Manon endormie. « Aujourd'hui, j'ai pardonné l'homme qui m'a brisée. Non pas parce qu'il le méritait, mais parce que je méritais de ne plus porter ce poids. Le pardon, c'est la dernière étape de la libération. » Le post récolte 127 000 likes et 4 800 commentaires en 3 heures. 1 an après le départ de Thomas, Léa a 31 ans et sa vie ressemble à quelque chose qu'elle n'aurait jamais osé rêver dans cet appartement sombre de Malakoff où elle pleurait en berçant Manon. Son agence LM Digital tourne parfaitement avec 12 clients stables, 2 employés à temps partiel qu'elle a recrutés il y a 3 mois et des bureaux loués dans une petite pépinière d'entreprise près de la place Grasselin, lumineux et moderne avec vue sur les toits de Nantes. Son compte Instagram compte maintenant 95 000 abonnés et elle vient de signer un contrat d'édition avec une maison spécialisée en développement personnel pour un livre sur la maternité solo et la reconstruction, avance de 5 000 € qu'elle a encaissée avec une fierté qu'elle n'a même pas cherché à dissimuler. Julien et elle vivent ensemble depuis 4 mois dans un grand appartement du quartier d'Oulon avec 3 chambres, une pour eux, une pour Manon qui a maintenant 2 ans et demi et parle comme une petite pie, une pour Noah qui a 5 ans et va entrer en grande section en septembre. Et les 2 enfants s'entendent merveilleusement. Ils jouent ensemble le soir après l'école. Ils dorment parfois dans la même chambre quand ils font des cabanes avec les draps. Thomas est devenu un père fiable et présent. Il a refait sa vie avec Sophie,
une femme de 35 ans, médecin urgentiste qu'il a rencontrée lors d'une garde à l'hôpital après son accident, quelqu'un de posé et mature qui semble lui faire du bien, et lui et Léa entretiennent maintenant une relation cordiale, presque amicale. Ils s'envoient des messages pour coordonner les gardes, ils discutent 5 minutes quand il vient chercher Manon, et parfois Léa se dit que c'est étrange comme on peut passer de l'amour à l'indifférence bienveillante. Tout semble parfait, construit, solide. Mais un vendredi soir, lors d'un dîner romantique dans leur restaurant préféré au bord de l'Erdre, un petit Italien avec des bougies et une terrasse sur l'eau, Julien fait quelque chose de complètement inattendu. Il sort une petite boîte en velours bleu de sa poche, l'ouvre devant Léa qui reste bouche bée, et demande avec une voix qui tremble légèrement « Veux-tu m'épouser ?» Léa reste figée. Son cœur bat si fort qu'elle l'entend résonner dans ses oreilles. Elle regarde la bague. Un anneau, simple en or avec un petit diamant discret, exactement ce qu'elle aimerait si elle devait choisir. Et elle lève les yeux vers Julien qui la regarde avec tellement d'amour et d'espoir qu'elle sent sa gorge se serrer. Elle l'aime profondément, sincèrement. Il est tout ce que Thomas n'était pas. Présent, stable, attentif, drôle. Il est un père merveilleux pour Noah et un beau-père patient pour Manon. Mais l'idée du mariage la terrifie d'une façon qu'elle n'arrive pas à expliquer, comme si accepter c'était perdre quelque chose, renoncer à cette indépendance qu'elle a gagnée si durement. Elle bafouille « J'ai besoin de temps pour réfléchir ». Et elle voit la déception traverser le visage de Julien même s'il sourit bravement et dit « Bien sûr, prends tout le temps qu'il faut, je t'attendrai ». Dans les jours suivants, Léa est torturée par le doute. Elle en parle à sa mère qui lui dit « Mais pourquoi tu hésites ? Il est parfait ce garçon ». Elle en parle à ses amis qui ne comprennent pas non plus. Et elle réalise que personne ne peut comprendre cette peur viscérale qu'elle ressent, cette peur de redevenir dépendante, de perdre ce qu'elle a construit. Un jour, lors d'un échange de Manon devant l'école, elle en parle même à Thomas qui la regarde surprise, puis dit quelque chose qui la frappe comme une révélation. « Léa, tu mérites d'être heureuse. Ne laisse pas mes erreurs te pourrir la vie pour toujours. Le mariage, c'est juste un papier. Ce qui compte, c'est ce que tu construis. Et toi, tu sais construire. Tu l'as prouvé. » Le soir même, assise dans son bureau après avoir couché les enfants, elle regarde la bague que Julien a laissée sur sa table de nuit, et juste à côté, il y a un contrat de bail commercial pour agrandir son agence, doubler la surface, embaucher 3 personnes de plus, et elle réalise soudain qu'elle est en train de se poser la mauvaise question. Ce n'est pas mariage ou indépendance, c'est pourquoi pas les deux. 6 mois plus tard, fin juin, 18h, le soleil commence à décliner sur Nantes, et Léa se tient devant la porte vitrée de son nouveau local, au cœur du quartier Bouffay. 80 mètres carrés avec vue sur le lieu unique, parquet en chêne clair et murs blancs qui reflètent la lumière dorée de cette fin d'après-midi, et sur la porte, il y a cette plaque en laiton brossé qu'elle a fait graver la semaine dernière. LM Digital, agence de communication. Elle porte une robe bleu nuit qui épouse parfaitement sa silhouette, Manon à ses côtés dans une petite robe assortie, 3 ans maintenant, des couettes et un sourire qui illumine tout, et autour d'elle, il y a ses clients, ses employés, sa mère venue d'Angers qui essuie discrètement ses larmes, Julien en retrait qui photographie la scène avec son téléphone. Et oui, Thomas est là aussi avec Sophie, parce que Léa lui a envoyé une invitation sobre, où elle avait écrit simplement « Tu fais partie » de l'histoire. Léa coupe le ruban rouge avec de grands ciseaux, pendant que Manon tient l'autre bout en riant, applaudissements, champagne qui coule dans des coupes en plastique. Quelqu'un demande un discours, et Léa improvise avec une voix qui tremble légèrement d'émotion. « Il y a 2 ans, j'étais seule dans un appartement sombre avec un bébé d'1 mois, 847 € en banque, et l'impression que ma vie était finie. Aujourd'hui, je suis ici, pas parce que quelqu'un m'a sauvée, mais parce que j'ai décidé de me sauver moi-même. Cette entreprise, c'est la preuve qu'on peut tout reconstruire à partir de rien, qu'on peut transformer la pire trahison en plus belle renaissance. Merci à ceux qui ont cru en moi, mais surtout merci à celle qui n'a jamais arrêté d'y croire. Moi. » La foule applaudit et Léa croise le regard de Thomas qui s'approche après la cérémonie. Il s'isole quelques secondes près de la fenêtre et il dit avec une sincérité désarmante
Tu as vraiment réussi. Je suis fière de toi. Et Léa répond doucement. Merci, mais je n'ai pas fait ça pour toi. Je l'ai fait pour moi et pour Manon. Et Thomas hoche la tête, embrasse sa fille, puis s'en va avec Sophie. Et Léa le regarde partir sans aucune douleur. Juste cette indifférence paisible qui est la vraie guérison. La foule se disperse progressivement. Le soleil continue de descendre. Et Julien s'approche avec ce sourire tendre qu'elle aime tant. Il glisse sa main dans la sienne et demande « Alors, Madame la CEO, on fixe une date pour le mariage ?» Et Léa sourit, un vrai sourire qui vient du cœur. Elle répond « Dans 6 mois, quand l'entreprise sera vraiment stable. » Et Julien rit, toujours pragmatique. Et elle ajoute « Toujours moins. » Et ils s'embrassent doucement, mais la caméra ne s'attarde pas sur eux. Elle revient sur Léa. Fin de soirée, 22h, tout le monde est parti. Léa est seule dans son bureau. Manon dort sur le petit canapé d'angle recouvert d'un plaid, et elle marche lentement dans cet espace qui est entièrement le sien. Elle passe sa main sur les bureaux en bois clair, regarde les 3 ordinateurs alignés, les contrats encadrés au mur, la plaque dorée sur sa porte où il est écrit « Léa Moreau, fondatrice and directrice », et elle sort son téléphone, scrolle dans ses anciennes photos jusqu'à tomber sur celle-là, celle qu'elle a failli effacer 100 fois. Elle, il y a 2 ans. Cernes violettes, regard vide, cheveux ternes, Manon nouveau-né dans les bras. Elle regarde ensuite son reflet dans la grande vitre qui donne sur la rue. Femme élégante, confiante, rayonnante, chef d'entreprise, mère, bientôt épouse, mais surtout, elle-même. Elle prend Manon endormie dans ses bras, embrasse ses cheveux qui sentent le shampoing à la fraise, murmure « On a réussi ma puce. Regarde comme on a réussi. » Et elle éteint les lumières une à une, sort dans la nuit tiède de juin où Julien l'attend dans la voiture garée en double fil. Il lui sourit à travers le pare-brise, et pendant qu'elle marche vers lui avec Manon contre son épaule, sa voix résonne en voix off sur les images. Il m'avait dit qu'il avait besoin d'espace. Moi aussi j'en avais besoin. Pas pour fuir, mais pour grandir, pour devenir celle que je méritais d'être. Aujourd'hui, je sais quelque chose que j'ignorais à l'époque. L'amour véritable ne me complète pas. Il m'accompagne pendant que je me complète moi-même. Et ça change absolument tout. La dernière image, la plaque LM digitale illuminée dans la nuit nantaise. Pas le couple, pas le baiser, juste cette plaque qui brille comme une victoire silencieuse, fondue au noir.